Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 21 février. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour David Assouline. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On est ravis de vous recevoir et très intéressés. Vous êtes sénateur PS, rapporteur de la commission d'enquête sur la concentration dans les médias. On en a parlé un petit peu la semaine dernière avec Luc Herman et Valentine Auberti. 9 milliardaires détiennent la majorité des médias. Quel est l'impact sur la démocratie, sur l'information? Vous avez et vous auditionnez même en ce moment tous les grands acteurs de l'audiovisuel. Vous êtes vous-même un très bon connaisseur de ce secteur. Oui, tout le monde vient. Et, vous posera la question de savoir s'ils ont le droit de refuser ou non. En tout cas, pour l'instant, ils sont tous venus. On va en parler avec vous. On va parler avec vous de cette commission d'enquête. Gilles, la question du jour. La question du jour, évidemment, avec notre invité. On s'est demandé s'il faut donc une loi pour réglementer la concentration dans les médias. C'est vrai que ça a évolué. Il y aura peut-être la fusion entre TF1 et M6. Bolloré qui a des radios, des journaux, des box. Xavier Niel qui possède des boîtes de production, des box et Le Monde. Eh bien, faut-il une loi pour régir tout ça? Eh bien, vous nous dites oui sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous pouvez continuer à aller voter. Oui à 86%, non à 14%. C'est un oui majoritaire de nos auditeurs qu'il faut désormais une nouvelle loi. Est-ce que c'est une loi ou pas qu'il faudrait, David Assouline? Il y a une loi. Et heureusement, dans toutes les grandes démocraties, on a considéré, qu'on soit de gauche ou de droite d'ailleurs, que l'information, les médias, c'était pas une marchandise comme les autres, peut-on dire, et que donc il fallait des règles pour limiter des concentrations trop importantes qui pourraient donner le monopole de l'information à un tel ou un tel. Et alors c'était des règles sur le nombre de médias, le nombre de supports, des règles sur l'audience. Voilà. Ouais. Et nous, la dernière date de 1986. Ouais. Bon, on peut déjà l'interroger par rapport aux règles qu'elle fixait, qui étaient on ne pouvait pas posséder 7 chaînes, par exemple. Voilà. À l'époque, c'était pas 7, donc ça a augmenté au fur et à mesure, mais en tous les cas, limité sur le même support télé, le nombre de chaînes qu'on pouvait avoir. Aujourd'hui, c'est 7. D'ailleurs, ça pose le problème pour TF1 M6, s'ils fusionnent, ils en ont 10, ils vont être obligés d'en céder 3. Bon, il y avait aussi la règle des 2 sur 3. 2 sur 3, ça voulait dire, c'était les 3 supports qui existaient à l'époque, c'est-à-dire télé, radio, presse écrite. On pouvait posséder que dans 2 domaines sur les 3. Voilà, donc ou télé et presse écrite, ou radio et presse écrite, ou radio et télé, mais jamais 3 sur 3. Bon, donc ça, c'était aujourd'hui, c'est évident que la loi doit être modifiée profondément. Pas seulement ils mettent des rustines comme on fait depuis 1986, parce que comme le paysage médiatique a complètement été modifié, on n'est plus du tout dans le même écosystème, il a fallu quand même, pour continuer à fonctionner, de temps en temps aménager, mais sans jamais se dire on repense l'ensemble, parce qu'on n'est pas seulement dans des modifications à la marge, mais on est dans un autre univers. Et donc il faut donner du sens à une nouvelle loi, même si on garde le même objectif, c'est-à-dire réguler, faire qu'il puisse y avoir du pluralisme, de la liberté, de l'indépendance des médias, ça c'est la base. Et aujourd'hui, avec le net, on voit bien qu'il y a d'autres supports. Et donc aujourd'hui, on parle de concentration verticale. On se rend compte que certains peuvent, sur l'ensemble de chaînes de la création de la valeur, on va dire, c'est-à-dire de la production de l'information ou de la création, d'ailleurs, artistique ou autre, ou du loisir, jusqu'à sa diffusion, son arrivée chez les citoyens, par les tuyaux. On peut être sur l'ensemble de cette chaîne, ce qui donne des concentrations verticales très puissantes et qui interroge. Donc oui, je crois que on verra si on arrive à plus de consensus que cela, mais modifier la loi de 86, la changer, c'est quelque chose qui ne fait pas trop de débat, et parmi tous ceux qu'on a auditionnés, et parmi les membres de la commission d'enquête. Il faut préciser que c'est une commission qui rassemble des LR, des communistes, il y a vraiment toutes les tendances qui sont représentées. Une commission, et peut-être, oui, c'est le principe de la commission d'enquête, mais vous n'avez peut-être pas tous les mêmes objectifs non plus.
C'est ce que j'ai pu lire. Hein. Oui, bien sûr. Et vous avez raison que certains l'ont dit à l'extérieur. Moi, l'objectif, il est posé par la résolution qui crée la commission d'enquête. Alors, faire un état des lieux des concentrations et derrière voir si aujourd'hui ça peut peser sur l'exercice de la démocratie, du pluralisme, de la liberté, de l'indépendance des médias. Donc on doit répondre à cette question. Je pense que sur le diagnostic, on peut, par notre intelligence collective, arriver à quelque chose de... Alors, après, il y a un autre objectif qui va avec. C'est que de toute façon, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il fallait que ce débat ait lieu. Absolument. Il fallait que ce soit mis sur la place publique. Il fallait que les citoyens s'en emparent et qu'on dise, il y a un sujet... Les choses se font à bas bruit depuis maintenant une quinzaine d'années de façon importante, c'est-à-dire des concentrations, des rachats, des modifications du paysage. On n'a jamais pu... comme représentation parlementaire sérieusement apprécier ce qu'il faut faire. Il n'y a pas eu de débat public. Voilà, ça se fait. Les gens ne savent pas que le journal ou la télé qu'ils regardent régulièrement a changé de main. Et possédé par... Alors Gilles regarde pour nous la télévision. Vous la regardez, la télévision? Vous l'aimez? Moi, c'est un outil avec lequel je suis né, donc oui, je l'aime. Je n'aime pas tout, mais après, on a plus ou moins de temps de regard selon le temps que l'on a dans sa vie. Mais donc. J'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui démarrent les Marseillais au Mexique sur W9. Vous connaissez? Vous les Marseillais vont être au Mexique à W9. Voilà, les anges de la télé-réalité, c'est pas votre truc. C'est pas trop mon truc, mais je ne méprise rien en fait. Je méprise que ce qui est vulgaire. On n'est pas loin. Oui, mais d'accord, mais il y a des choses, il y a des émissions populaires que certains vont trouver vulgaires parce qu'elles sont populaires. C'est pas mon genre. Voilà, je trouve que dans tous les genres, il y a des choses bien, mais je n'aime pas ce qui peut attiser la bêtise humaine, ce qui peut attiser la haine, ce qui peut propager la fausse information, se déployer des raisonnements qui ne sont pas des raisonnements irrationnels. Voilà, bon, après, je suis aussi un grand adepte de football, donc quand même, quand je regarde, je me dis, c'est quand même le temps de cerveau disponible pour moi à la télé qui me mange le plus, mais bon. Alors Gilles, le zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Eh bien, monsieur Assouline, on va rester dans le sport avec l'incroyable champion Quentin Fillon-Maillet. Il est le seul et l'unique athlète au monde de son pays à avoir remporté 5 médailles dans la même Olympiade. C'est un champion, je vous dis. Et ce seigneur, il est français, il est jurassien, il s'appelle Quentin Fillon-Maillet, champion olympique. Plus que le rêve d'aller chercher une médaille olympique, l'or olympique, c'était quand j'étais petit d'être le meilleur biathlète du monde et d'être devant les autres, de profiter, de faire des médailles. Des fois ça marche pas tout le temps, mais je m'imaginais ça. C'est incroyable pour moi de vivre ça parce que c'était un rêve qui me paraissait tellement loin. Mais d'un côté, j'y ai toujours un petit peu cru au fond de moi et voilà, ça devient réalité. Incroyable champion, Quentin Maillet. Et aux Jeux Olympiques, bon, lui, au moins, il ne sera pas enguirlandé par Emmanuel Macron. Il a fait son travail aux Jeux Olympiques. Vendredi est tombé le verdict du procès de Nordal-Lelandais, peine de perpétuité avec 22 ans de sûreté à la sortie. La mère de la petite Maëlys était en direct sur toutes les chaînes info. Je suis contente du verdict qui a été dit aujourd'hui. La perpétuité, c'est ce qu'on a pris, nous, en n'ayant plus Maëlys. Maëlys, elle a mis un dangereux criminel en prison. Il fera plus jamais de mal à personne. Et c'était mon objectif. Et je voulais lui rendre hommage. Elle nous a été avec nous pendant tout ce procès. Elle nous a donné la force jusqu'au bout. Et voilà. On a été digne et fort pour elle. Elle nous a donné sa force. Je suis fière d'être sa maman et de la maman de ma fille qui est extraordinaire aussi, Colline. Et voilà, je suis contente du verdict.
C'est bizarre, Valérie, parce qu'en montant ce son, je me suis dit que c'était déjà loin l'affaire, que c'était vendredi, on se rend pas compte que les infos passent. Donc voilà, ça m'a assez marqué. La guerre aux portes de l'Europe imminente au centre des discussions. Vladimir Poutine au jeu de j'y vais ou j'y vais pas. En tout cas, pour Bernard Kouchner sur LCI, ce petit jeu n'est possible parce que l'Europe n'a jamais su créer une défense. Encore que la France ne soit pas dépendante comme les autres pays européens du gaz russe. Nous avons des sources qui sont en Norvège, qui sont en Algérie, etc. Oui, tout ça est vrai. Nous avons fait comme si ils étaient tous gentils. Bon, et nous n'avons pas pu, pardonnez-moi, je dis ça toujours, mais nous n'avons pas pu construire une défense européenne. Sans défense, on fait quoi lorsqu'une menace existe? Sans défense. Donc nous sommes, comme d'habitude, liés aux Américains. Mais enfin, vous voyez les Américains venir faire la guerre en Europe? Je ne crois pas. Moi, je crois qu'il faut parler avec Poutine, il faut parler avec Poutine, il faut parler avec Poutine, voilà. Et puis un son pour vous, monsieur Assouline, vous pourrez réagir. Jérôme Jaffré, le politologue, dans C'est à vous, regrette toutes ces émissions des chaînes info qui mettent des Français face aux politiques. Il n'y a rien de pire, je trouve, que les émissions dans lesquelles on met face à face des candidats avec des citoyens et dans lesquelles chaque citoyen expose son petit problème et dit « qu'est-ce que vous allez faire pour moi ?» C'est l'inverse de ce qu'est la présidentielle. Normalement, la présidentielle, c'est fait pour parler des problèmes de la France, des problèmes du pays, et comment on va les traiter dans les prochaines années. Vous trouvez que c'est des bonnes émissions, c'est face aux Français? Ça peut être bon. Je ne suis pas complètement d'accord avec ce qu'il dit, même si je vois ce qu'il veut dire. Ce serait bien qu'il y ait des émissions un petit peu plus globales sur le sens qu'on veut donner à notre avenir, à la société. Sauf que si ça n'est pas en prise avec ce que vivent les citoyens concrètement, la France et les Français. Pour quelqu'un qui je voyais hier un reportage sur la 5 où il y avait une dame qui a 1 000 euros par mois dans ses politiques, 1 000 euros par mois, 2 gosses, et qui doit calculer au centime près ce qu'elle va pouvoir acheter pour manger. C'est évident que elle, si on ne répond pas à son problème, l'avenir en général du pays et de ses enfants, ça ne veut pas dire grand-chose. Le socialiste que vous êtes est triste de cette campagne? Très triste. Je n'ai jamais vu ça. Pourtant, je commence à vieillir, donc j'ai un peu d'expérience. Je viens pas net, et je suis engagé depuis mon adolescence, donc je m'intéresse. La première fois où j'ai regardé comme ça, c'était Mitterrand, Giscard en 74. Donc je n'ai jamais vu ça. Je suis atterré parce que en fait il y a des candidats fabriqués d'une certaine façon parce que ce n'est pas tellement le projet, le sérieux des propositions, mais comment dire, la performance que l'on juge médiatique. Alors il y en a qui sont bons médiatiquement, qui sont bons orateurs, ou qui peuvent susciter une émotion en parlant. Ça c'est comme tout le monde dans la vie, mais ça fait pas un président, et pourtant on ne joue que là-dessus, et donc voilà, quand ce sont en plus des personnages qui suscitent et appellent à la haine, ça devient très dangereux, d'autant que dans ce moment un peu de grand trouble, de grande incertitude pour tout le monde, eh bien ça marche, et on se retrouve avec les 4 premiers mois depuis septembre, c'était le problème central, c'est l'immigration. Pourquoi? Parce que Éric Zemmour en parle et que apparemment ça plaît, et il peut y avoir des enquêtes plus sérieuses qui montrent que c'est le pouvoir d'achat, le problème central, et de loin devant les questions liées à l'immigration. Mais on a parlé de ça, on a créé... parce qu'après, il y a un système de prophétie autoréalisatrice qu'il faudra interroger. Parce que avant, il y avait des sondages. Mais comment vous dire, d'abord ils étaient faits beaucoup plus sérieusement, et puis
c'était cher pour les médias y compris, il y en avait de temps en temps. Donc les sondages sont mal faits, c'est pour ça que... Je ne dis pas, je vous ai même pas parlé de ça, je suis de Ségolène. Bon lapsus. Non, je parle du phénomène global, c'est-à-dire que à un moment donné, quelqu'un qui vient de nulle part, qui n'a jamais eu de programme, qui n'a jamais, avec des équipes, travaillé en profondeur dans le pays pour représenter ce pays par les territoires, eh bien, peut d'un coup émerger. C'était le cas d'Emmanuel Macron aussi, d'une certaine manière. Oui, mais c'est plus proche de Donald Trump, parce que pour Emmanuel Macron, ça a été un phénomène différent, mais ça a existé. D'ailleurs, ça a posé un problème, puisque la preuve, c'est que même quand il y a ça, derrière, on peut se dire, il va implanter un parti. Or, on le cherche encore. Il y a eu quand même 3 élections locales majeures, départementales, régionales et municipales, qui ancrent des forces politiques dans le pays. Et La République En Marche a été complètement, battue, insignifiante. Ce parti est complètement dépend que d'un homme et de son talent et de ce qu'il peut maintenant imprimer comme président de la République. Donc, je trouve, moi, que cette prophétie autoréalisatrice, c'est que on fait monter, à un moment donné, ça devient crédible parce qu'il est haut, mais on s'en fout d'interroger sur est-ce que le programme est crédible, est-ce qu'il a les moyens même de diriger l'État avec des équipes, avec des gens capable de mettre en œuvre un certain nombre de choses. Ça, c'est secondaire, ça s'appelle pas crédible. La seule crédibilité étant ce que des sondages faits comme jamais, de façon industrielle, sur plateforme, où on s'inscrit comme ça. Pas toujours, quand on prend l'IFOP, qui est le sondeur avec qui nous travaillons, ce ne sont pas des plateformes où on s'inscrit. Il y a une méthodologie... Dites-moi, est-ce que c'est l'entretien personnel, le téléphone, etc. Oui. Ah bon, pour moi aujourd'hui. On posera la question à Frédéric Dabi. Vous dites que ce sont des gens qui s'inscrivent et qui votent. Ah, c'est sur plateforme. Les panels sont pris comme ça. Après, ça peut être fait avec plus ou moins de sérieux. Mais je n'attaque pas un tel ou un tel. Je suis juste en train de dire que il y en a plusieurs par jour et tous les jours depuis 6 mois. Ça, c'est complètement nouveau. Et donc, ça pèse comme jamais sur le réflexe des gens. Moi, je rencontre des gens qui me disent celui-là, il a plus de chance d'être, mais ça aurait été mon choix, donc je vais voter pour un tel par défaut. Et très tôt, dans la formulation de l'intention de vote, c'est ça qui domine. Moi, je trouve que c'est lamentable parce qu'on fabrique l'opinion plus qu'on ne la sonde. Et à la télévision aussi, on va reparler de cette commission d'enquête, qui quand même, parce que c'est vrai que c'est intéressant de vous entendre sur la politique. Vous êtes assez rare justement dans les médias. Cette commission d'enquête, pour nos auditeurs, peut-être en expliquer le but, à quoi elle va servir, on ne peut pas vous demander quelles seront les conclusions, mais à quoi elle va servir cette commission d'enquête et quel en est le but? Moi, je vous ai déjà dit, cette commission d'enquête, elle a déjà rempli un objectif, c'est qu'elle a mis sur la place publique, dans le débat public, une question essentielle pour la démocratie. Si je vous avais emmené les revues de presse qu'on me fait depuis qu'elle est créée, c'est de plusieurs bottins. Bien sûr. Et c'est pas seulement en presse écrite, c'est dans tout le radio, télé, vidéo, sur le net. Non, mais ça veut dire que donc voilà, ça a servi. Ça permet donc aux citoyens de s'intéresser à cela, de regarder de plus près, et les travaux que l'on a menés vont permettre de restituer cette masse de recherche, d'informations, de points de vue, mais aussi de faits, qui n'existait nulle part, concentré, on va dire, dans un même rapport. Donc j'espère que déjà, ça va être une référence en termes d'éclairage des données du problème les plus exactes possibles, les plus approfondies possibles. Et ça, c'est la marque de fabrique du Sénat. Le Sénat, quand il fait des rapports, c'est souvent des références, y compris pour les universitaires et les spécialistes, parce que on prend le temps, il y a du recul, il y a de la profondeur. C'est impressionnant le nombre de personnes qui ont été auditionnés, qui vont encore l'être, puisque ça a commencé au mois de novembre. C'est vrai qu'on a regardé, je crois que vous avez... ça va faire 80 personnes à l'arrivée, je pense. Oui, mais qui sont les gens qui comptent parfois dans certaines commissions d'enquête. Vous avez des gens où on se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils font là? Là, c'est vraiment... Et alors la question, est-ce qu'ils avaient le droit de refuser?
Non, c'est aussi pour ça. Ouais. Non, mais c'est ça. On est convoqué par la le différence, Sénat. vous savez, il y a un peu deux outils comme ça pour approfondir des sujets. Il y a les missions parlementaires et les commissions d'enquête. Ouais. Et la différence essentielle, c'est qu'une commission d'enquête, elle a des pouvoirs spéciaux, on va dire, très importants, qui sont notamment le fait qu'on ne peut pas refuser de la convocation devant une commission d'enquête. Voilà, on ne peut pas refuser. Alors moi, premièrement. Et deuxièmement, on prête serment, on ne peut pas mentir. En général, on ne doit pas mentir dans la vie, mais là, si on ment et que c'est avéré, c'est un parjure qui est puni par la loi. Il faut arriver à le prouver aussi. Ouais. Bien sûr, je ne vous dis pas que ça règle tout. Ouais. Je ne vous dis pas que jamais il y a eu de mensonge devant une commission d'enquête, mais en tous les cas, c'est la base. Donc c'est très solennel, c'est puissant. Et bon, voilà. Donc dans un domaine où effectivement, très souvent, les acteurs qui sont sur le devant de la scène, qui parlent aux médias, qui dirigent au quotidien les grands médias, sont des PDG plus ou moins importants, etc. Mais les propriétaires, eux, sont dans d'autres activités où sont, voilà, c'est des gens très riches qui sont très peu accessibles aux médias ou même qui ne souhaitent jamais trop répondre aux journalistes. Et bien là, c'était intéressant et des fois, c'était une première que tous, pas un ou deux, soient là et puis s'expliquent relativement longuement sur ce qu'ils font avec des questions qui parfois peuvent être dérangeantes, mais c'est le but. C'est-à-dire que si on était là uniquement pour écouter des exposés fabriqués, on ne servirait pas à grand-chose. Certains ont dit, j'ai trouvé, on a assisté à un débat de Café du Commerce, c'est pas une commission d'enquête, c'est un conseil de discipline, j'avais l'impression d'être à l'école primaire. Qui a dit ça? Je ne sais pas, c'est anonyme et c'est dans Mediapart, c'est une des personnalités auditionnées. Et en cause, votre obsession, on va y revenir, selon cette personnalité, ce n'était pas la peine de déplacer le banc et l'arrière-banc pour une commission anti-Bolloré instrumentalisée par le Parti Socialiste. Ben ça, c'est, vous voyez, je veux même pas répondre parce que je respecte trop le Sénat et la commission d'enquête et chacun de ses membres. C'est-à-dire que on travaille, on va voir si on peut tomber d'accord à la fin. Je ferai tout pour qu'il y ait un rapport qui sorte en trouvant les éléments de consensus. Mais ce que je sais, c'est que on commence pas par dire sous couvert d'anonymat, et des fois même pas sous couvert d'anonymat, des choses de ce type qui sont des contre-vérités. Parce que vous venez de le dire, mais vous venez de le dire, on a auditionné tout le monde. Alors, et quand on me dit c'est anti-Bolloré, je leur dis mais sur quel fait vous vous basez? Sur quel fait? Bolloré est venu une fois. Il y a eu derrière Bernard Arnault, Patrick Drahi, etc. Je sais même que je vais vous le dire parce que c'est des choses qui m'ont frappé, parfois heurté. Vous savez que sur les réseaux sociaux, quand on est en vue, on provoque quelques déchaînements. Donc pas mal, oui. Par exemple, quand j'ai auditionné Vincent Bolloré, il y avait une petite vidéo qui tournait où je cite toutes ces sociétés pendant 6 minutes. Et donc celle-là, elle a été vue des centaines de milliers de fois. Et donc je lis, moi, les commentaires parfois, quand je veux me faire du mal, on va dire. Et là, il y avait, mais il posera jamais cette question à Monsieur Drahi. Pourquoi disait-il ça? Peut-être parce qu'ils insinuaient qu'un juif ne peut pas poser une question dérangeante à un autre juif. Bien entendu que c'est ça. Pourquoi il disait ça? Et pourquoi? Et est-ce qu'il osera poser de telles questions à Radio Gauchiste, Radio France, France Inter? Bon, c'était les deux thèmes. Apparemment, ils sont en armée, organisés pour passer les mêmes messages. Eh ben, je pense qu'on a démontré, et moi en particulier dans mon rôle de rapporteur, qu'il n'y a pas eu une personne auditionnée en responsabilité qui n'ait pas eu des questions dérangeantes. Je vois les titres. Tension entre monsieur Bolloré et monsieur Assouline. Tension entre monsieur Assouline et monsieur Arnaud. Tension entre monsieur Assouline et monsieur Drahi. Etc. Bon, donc, et puis Xavier Niel, Martin Bouygues, Arnaud Lagardère, ceux qui ont vraiment suivi voient
quelles que soient d'ailleurs les tendances même politiques ou les approches politiques de ceux qui étaient auditionnés, je posais des questions et je continuerai comme ça. Bon, maintenant il reste plus que les 2 ministres à auditionner, mais j'essaye de rester, d'être utile. C'est-à-dire si c'est pour disons être dans une complaisance, il faut ni être accusateur ni être procureur. C'est pas du tout. J'aime pas ça en plus. Quand on pose moi dans ma vie, j'aurai quelques extraits après la pub. On doit marquer une petite pause. C'est la règle. Il y a la pub, mais on se retrouve dans un instant avec David Assouline, donc rapporteur de cette commission d'enquête sur la concentration dans les médias. À tout de suite. On est ensemble avec vous, avec David Assouline, sénateur PS, rapporteur de la commission d'enquête sur la concentration dans les médias, une commission d'enquête composée de tous les courants politiques, une commission d'enquête qui a auditionné les principaux acteurs très nombreux qui jouent un rôle important dans les médias. Et Gilles, vous avez sélectionné plusieurs extraits. Juste pour dire à nos auditeurs que vous pouvez aller sur Sénat.fr et vous verrez à la fois les rapports des auditions et en vidéo toutes les auditions, si ça vous intéresse, pour regarder, vous faire vous-même aussi une idée de ce qu'ont dit les différents dirigeants sur la concentration des médias. Avec Maxime Saada, ça a été musclé. C'est vrai qu'on vous avait un peu tapé sur CNews. On écoute l'extrait. Maxime Saada, c'est le patron de Canal+ et de la chaîne CNews. Vous avez dit que j'avais dit que CNews n'était pas une chaîne d'information. Excusez-moi, je m'inscris en faux, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'était pas une chaîne d'opinion. Vous qualifiez de trash une chaîne que vous n'avez jamais regardée. C'est inquiétant. Et c'est inquiétant pour les 120 journalistes. Petite mise au point. C'est pas une chaîne que je regarde régulièrement comme quand on a un média préféré. Ne venez pas essayer d'avoir de polémique avec moi là-dessus, je regarde ce que je veux. Par contre, je peux vous dire que moi, personnellement, comme homme politique et public, j'ai pris la décision depuis le grand nettoyage que vous avez fait et avec iTélé au passage à CNews, et depuis le fait qu'il y a cette tendance-là, de ne répondre à aucune invitation de CNews, qui le sait très bien, et je n'ai pas mis les pieds sur votre plateau pour cette raison. On va laisser répondre M. Saada. Oui, mais on laisse répondre M. Saada. Mais si vous changez d'avis, nous serons ravis de vous recevoir. Vous allez y aller ? Non, c'est un point de vue. Voilà, vous voyez, c'est pas parce que c'est un média d'opinion. Ça, c'est très particulier. Bon, ce que je pense là-dessus, c'est que il pourrait y avoir des médias d'opinion. Ce n'est pas prévu là. Donc, même si c'était un média d'opinion, ça serait critiquable par l'Arcom. Ça veut dire que CNews est hors la loi ? Non. Je pense que de façon délibérée, on a laissé et on laisse des idées qui sont des idées anti-républicaines et qui, ça s'est vu, puisque la justice a rendu plusieurs jugements, sont effectivement pas des opinions mais des délits. Mais dans ce cas-là, c'est sanctionné. Dans ce cas-là, c'est sanctionné par la loi. Vous voyez bien que après c'est ma liberté d'aller ou pas sur un média. C'est-à-dire, vous voyez bien que c'est lent, que c'est après coup, et qu'à un moment donné, on peut avoir la réflexion, et ça aiderait tout le monde, sur est-ce qu'il n'y a pas d'encourager de permis cela de façon quasi permanente, et par les sujets qu'on fait monter et par les invités que l'on a. Voilà, donc c'est un débat. Moi, je ne dis pas n'allez pas sur CNews. Je dis que moi, qui ai le choix et qui, sur ces questions, a une exigence qui m'est forte. Je ne veux pas banaliser ce qu'il ne faut pas banaliser, parce que demain, on se réveillera très mal, et je préfère être dans la prévention que dans la réaction. Mais quel est le lien avec la concentration des médias ? C'est encore autre chose. Non, mais ça, c'est autre chose. Moi, c'est Monsieur Saada qui m'a interpellé sur ce que je regarde et je regarde pas. Moi, c'est pas l'objet de la commission d'enquête. Mais la commission d'enquête, c'est sur la concentration des médias, et il faut qu'on évoque ce sujet sur le rachat de TF1, le rachat d'M6 par TF1, et également la concentration il y a deux sujets. De M. Bolloré. Il y a deux sujets. Moi, je veux qu'on regarde les sujets. La concentration, c'est ce que j'ai exposé au début de votre émission.
Il faut voir quand il y a des regroupements importants qui peuvent être devenir des monopoles dans des secteurs de l'information, les dangers qu'il peut y avoir et comment on met des garde-fous pour que le danger de nuire à la liberté ou à l'indépendance des médias soit là. Donc ça, on l'a toujours fait, gauche, droite, avec les lois, avec c'est notre culture. Et les Américains l'ont fait, les Britanniques l'ont fait, toutes les grandes démocraties l'ont fait. Bon, et donc ça, on évalue. TF1, M6, ils argumentent du fait que face aux grandes plateformes, il faut absolument des géants français parce que sinon, on est foutu. Mais qui eux-mêmes vous répondent qu'ils sont des nains par rapport à ces géants. Voilà. Et donc, est-ce qu'en se regroupant, donc plusieurs questions se posent. Je ne vais pas y apporter les réponses comme ça parce que je vais le faire dans le rapport et que je préfère garder une certaine hauteur en attendant de délibérer avec mes collègues. Mais la question, elle se pose, est-ce que c'est la réelle résistance aux plateformes que de se regrouper? Et est-ce qu'en se regroupant face à ces géants, on ne crée pas un problème de pluralisme sur le marché intérieur, c'est-à-dire sur les groupes qui, eux, ne sont pas géants en France. Parce que les producteurs vont se retrouver face à un seul interlocuteur. Est-ce que c'est efficace face aux plateformes ? Il y a des interrogations, il y en a qui disent c'est efficace, il y en a d'autres qui pensent que c'est tellement rien quand ils se regroupent. Par exemple, j'ai souvent donné le chiffre, Netflix fait 17 milliards par an. Voilà. TF1, M6 seront loin de ces 17 milliards. On va dire que si c'est un dixième de cela, ça serait beaucoup. Voilà. Donc, est-ce que ça inquiète les grandes plateformes ? Donc, il y a cette interrogation. Certains disent oui, quand même. Ça permet d'être dans une masse critique qui permet de résister. D'autres pensent que non. Et puis, ensuite, est-ce que ça nuit au pluralisme alors, il y en a qui sont venus témoigner, même des autres groupes de télé, qui sont venus nous dire, oui, nous, ça, c'est un problème pour nous, parce qu'on va créer un groupe, notamment, par exemple, Xavier Niel, il dit, ça va créer un groupe qui, au moment d'écoute, et notamment des informations, etc., aura l'audience maximum, et c'est un danger pour le pluralisme ou pour la démocratie. Donc il faut répondre à tout ça. Donc c'est loin du seul problème de M. Bolloré. M. Bolloré fait une autre concentration, c'est un autre grand groupe, et lui, ce qui est interrogé au-delà des mêmes sujets, d'avoir toute une chaîne jusqu'à l'édition entre les mains d'un seul groupe. Au-delà de ça, il y a le contenu qui est délibérément encouragé. Est-ce qu'il est dangereux ou pas pour la cohésion sociale, pour la cohésion nationale? Ça, c'est d'autres questions. Toutes ces questions sont posées et on les aborde toutes. Mais est-ce que c'est pas le cas également du service public? Oui, de Radio France et de France Télévisions. France Télé aussi, c'est une concentration. France Télévisions aussi a une couleur, vous pouvez pas le nier. France Télé aussi fait parfois du prosélytisme. Et on les attaque rarement. Moi, je sais que les exigences posées dans les cahiers des charges, dans le suivi, etc. de France Télé et de Radio France est très exigeant. Si vous me signalez je pourrais vous donner mon point de vue, mais je pense qu'il y a du pluralisme sur le service public. Il y a eu une étude justement sur les temps de parole, et on voit que le service public est celui qui respecte le moins les temps de parole en ce qui concerne les candidats de droite et d'extrême droite. Ah bon, ça je n'ai pas vu cette étude. Si. Par contre, j'ai vu des études qui montrent comment... Parlez bien dans le micro, pardon. Qui montrent comment quelqu'un comme Monsieur Zemmour, qui n'avait aucune représentation politique, aucun élu dans le pays a eu le plus d'audience, pas d'audience, mais le plus de... Comment Non, on parle pas de ça. C'est comment il a été surexposé sur la base sur aucune base de représentation, et que ça a continué jusque tard. Donc moi je rentre pas trop là-dedans, si vous préférez. Si vous me dites le service public, s'il y avait un quelconque manquement au pluralisme, je le dénoncerais. C'est-à-dire qu'on les a auditionnés aussi. Je leur ai posé les questions qui dérangent. Le problème qui se pose avec le service public toujours,
c'est un autre problème. C'est le problème de sa dépendance possible envers l'État qui le finance. Et donc ceux qui gouvernent l'État. Et il y a toujours un sujet là-dessus. Et j'ai une grande vigilance là-dessus. Après, est-ce que c'est une concentration ? Il fut une époque où il n'y avait que le service public et l'ORTF. Et c'est la gauche, et c'est le Parti Socialiste. Et c'est François Mitterrand qui a cassé ça et qui a libéré les ondes, que ce soit si Sud Radio peut exister aussi, c'est grâce à ce moment-là. Et en télé, s'il y a maintenant des dizaines voire des centaines de chaînes, c'est aussi parce que ce mouvement a été opéré. Et donc c'est vraiment dans notre ADN et mon ADN politique, le fait de permettre la plus grande liberté d'expression par la presse, par les ondes, par la télé. Mais le cadre de la démocratie est très important pour moi. La liberté d'expression, c'est pas la liberté d'appeler à la haine de l'autre. Et il y a des lois pour ça qui punissent. Donc c'est dans un cadre qui était un cadre qui globalement a existé, qui me va bien. Les opinions de droite, de gauche, etc. étaient là. Et à un moment donné, est-ce que c'est seulement une opinion ? Quand on diffuse le racisme, dans la loi française jusqu'à présent, ce n'est pas dans le cadre républicain, ce n'est pas une expression d'opinion, mais c'est un délit. Et moi, je tiens à ce qu'on garde cette boussole-là. Mais est-ce que c'est pas le rôle du CSA, de l'Arcom maintenant ? Bien sûr, mais en même temps, quand on pose la question au président du CSA, il dit « Moi, je suis attaché d'abord à faire vivre la liberté, la liberté d'expression. » Il a raison de vouloir le faire. Et le reste, c'est la justice. Bon, alors, déjà, on dit qu'ils sont lents dans leurs procédures, c'est ça, mais si en plus il y a celui de la justice derrière, on peut se retrouver dans des situations où on n'a pas les outils suffisamment dissuasifs et suffisamment importants pour la question qui se pose. C'est pas tel ou tel fait où le CSA réagit, mais c'est à un moment donné qu'on ne change pas complètement ce qu'est l'accord avec l'Arcom, qui est dans une convention. Le droit d'émettre s'établit, s'écrit. Vous êtes une chaîne d'infos, donc vous pouvez pas faire ci, ça. Vous êtes une chaîne de documentaire, donc vous pouvez pas... D'abord, la qualification de pourquoi ils émettent et pourquoi ils ont une autorisation. Et puis ensuite, il y a, par exemple, pour CNews, comme pour toutes les chaînes d'infos, le fait d'encourager à la concorde nationale, de lutter contre les discriminations raciales, sexistes, donc vous nous répétez que CNews ne respecte pas sa convention. Mais moi, vous n'aurez pas aujourd'hui sur ce plateau des verdicts parce que je suis dans une position de rapporteur. Ça pourrait être dans le rapport, ça, ce genre de... Non, mais c'est pas ça, c'est que je suis dans une position de rapporteur d'une commission d'enquête. Je me veux, bien entendu, j'ai des principes, mais je vais pas vous dire concrètement ce que je pense de telle ou telle télé ou radio, à l'inverse de ce que certains pensent, que je serai dans comment dire, l'instruction à charge unilatérale dans mon travail. J'ai une haute estime de mon rôle de rapporteur, et j'ai une haute estime du Parlement, de la commission d'enquête, et jusqu'au bout, tout le monde ne le fait pas, mais moi, jusqu'au bout, je respecterai ce rôle. Tout le monde sait que j'ai des idées, tout le monde sait que j'ai des opinions, mais quand je bosse, et notamment j'ai fait une loi votée à l'unanimité du Sénat et même de l'Assemblée nationale, qui est une loi importante, qui oblige les GAFAM à payer ce qu'ils pillent comme production d'information des journaux. C'est la loi sur les droits voisins de la presse et des agences de presse. Donc je sais faire du consensus, je sais avancer, je sais travailler, je sais mettre à l'honneur le Parlement, et ceux qui veulent essayer de me dépeindre comme le procureur en chef ou celui qui est habité que par une idéologie se trompent sur la personne. Il sera rendu quand ? Vous le rendrez quand, le rapport ? Il va être rendu avant la fin mars. D'accord. Ah oui, donc ça va être assez rapide. Vous auditionnez donc le ministre de l'économie. Il nous reste les deux ministres. La tradition, c'est que les ministres sont auditionnés à la fin. Donc là, cette semaine, c'est les deux ministres. Et puis ensuite, même si c'est déjà commencé, je suis sur l'écriture du rapport qui sera très conséquent, donc qui demande du temps. Et dans la période, on n'en a pas beaucoup, parce qu'on est en période pour les politiques de campagne électorale, mais en tous les cas,
cas, moi, j'ai mis ça en priorité dans ce que j'ai à faire. Voilà. Bah, écoutez, on verra, on vous réinvitera pour parler des conclusions. Merci plaisir. Beaucoup, David Assouline, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant, nous, pour commenter l'actualité. À tout de suite.